On avait réfléchi nous aussi éventuellement à comment racheter ce lieu qui coûte 2 millions d'euros, ce bâtiment. Et il y avait déjà eu une première rencontre avec la Fondation Abbé Pierre, pas la Fondation Abbé Pierre, mais avec Emmaüs. Et l'idée c'était d'avoir un trifinancement, Fondation de France, les Petits Frères des Pauvres et la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Mais ça s'est arrêté au moment où c'était au téléphone, on était parti justement. En tout cas on réfléchissait donc dans cette perspective. Nous, on est en train de réfléchir là, à Rosemerta, je vous le livre, on a fait une journée collective là-dessus. C'est quoi l'avenir de Rosemerta, en gros, pour les 3 ans et pour l'après. Et se dire, mais si jamais on a à travailler avec les institutions, si on va plus loin sur ce projet-là, du coup d'achat du lieu et de 25% accueillis et financés par les institutions, nous, notre cadre, il faut qu'il soit hyper bien établi, hyper précis. Mais après, ça dépend quelle institution et qui c'est qui les incarne. Tu vois, nous, on a un préfet qui est plutôt soutenant. Conseil départemental, on est complètement en bisbille. Et les travailleurs sociaux, sincèrement, pour moi, ils sont racistes, Clairement, ils sont hyper racistes, Donc, on n'arrive pas du tout à travailler avec eux. Voilà. Et puis, on a un député qui nous soutient. Enfin, tu vois, il y a aussi des histoires de personnes. Mais en même temps, ces gens, ils restent pas. Donc, prochaine élection, ça bouge. Enfin, c'est complexe, Mais après, moi, je sais pas, c'est la question de pourquoi pas des lieux qui s'institutionnalisent. Mais je trouve que on perd tout le côté objet politique, outil politique. Moi je vois le monde du squat comme en fait ce réaction à l'inaction politique et en fait c'est là où le squat est fort, c'est qu'en fait il révèle ça Et du coup toutes ces questions de légalisation et tout, c'est aussi ça en fait, c'est que si t'en viens à t'institutionnaliser ou des choses comme ça, t'as plus cette carte là vraiment à jouer Si tu peux l'avoir. Combien actuellement là ça je pense qu'on n'est pas loin de 220, 230, un truc comme ça. 250. On est bien redescendu. On était à 350, on a même frôlé les 370 ici. Et c'est un fait. Et on s'est aussi questionné sur le fait de bien rendre service à l'État, parce que quelque part, on leur a fait économiser à 20 balles, à 20 euros par personne sur 1 an et demi, 3 500 000 euros à peu près, rien que sur l'hébergement d'économie pour l'État. Donc on pensait leur présenter la facture d'ailleurs, de faire cette facture, de l'envoyer la facture à la préfecture, parce qu'on ne peut pas dire que l'État ne respecte pas ses devoirs, et l'État est une représentation du collectif quelque part aussi, parce qu'il travaille avec nos impôts entre autres, et du coup on ne peut pas dire ça et en même temps dire écoutez on va faire le travail à votre place. Et après je me dis est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler avec des groupes d'avocats, peut-être militants, et bon ça c'est peut-être une question qu'ils auront à côté, mais d'attaquer un jour l'État pour non-respect des droits ou des trucs comme ça. Ça se fait, tu vois, je sais qu'il y a des ONG qui l'ont attaqué pour non-respect des trucs environnementaux. Et l'année dernière, Marseille avait été épinglée pour être la ville de France où il y avait le plus de mineurs à la rue avec des ordonnances de placement. Donc, tu vois, en fait, moi je sais pas dans quelle mesure. Je suis désolée, vraiment, je suis de plus en plus déprimée. Mais c'est juste que les décisions de justice qui condamnent une non prise en charge, on en a. Elles sont individuelles, mais on en a. Je veux dire, tu vois, c'est pas économique puisqu'il y a des sous. Ou de la même façon, c'est pareil, c'est ultra documenté que l'hébergement à l'hôtel. C'est extrêmement cher. Parce qu'en gros, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est que l'endroit il soit sûr, que ça crée pas de bordel dans le quartier, et qu'en gros, ils créent un ghetto, tu vois. Que la place, il y a 400 personnes, ils veulent que ce soit sécurisé, que s'il y a des passants, il n'y ait pas de problème, qu'ils aient assez à bouffer et qu'on les entende pas d'eux ailleurs dans la ville. Ils sont contents finalement. À la fois, ils dénoncent finalement les militants de sauvages, de brutales, et en même temps, ils sont contents que justement qu'il y ait des squats qui s'ouvrent justement parce que c'est moins de personnes finalement qui se retrouvent à la rue. En fait, dans la réalité, du coup, ils ouvriraient des places. Alors, c'est sûrement pas autant de places que ce qu'il y aurait besoin sur le territoire pour accueillir tout le monde. Mais en finançant une partie de Rosemerta, ils ouvrent des places, clairement, puisqu'ils donnent des financements pour pouvoir accueillir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, sauf qu'au lieu d'ouvrir des places dans des hôtels, ils les ouvriraient à l'intérieur de Rosemerta. Et en fait, moi,
En fait, moi, ça me va pas non plus de me dire c'est que l'affaire de l'État et du département. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est aussi l'affaire de tous, cette histoire-là, d'accueillir dignement tout être humain, quelles que soient ses origines. Pour moi, c'est l'affaire de tous. Ça me dérange profondément qu'on délègue l'accompagnement social à des professionnels du travail social. Et d'ailleurs, je trouve que ça a créé plein de problématiques, en fait. C'est pas souvent les mieux indiqués pour pouvoir le faire. Moi, je trouve que c'est... Mais par contre, ils n'ont pas non plus à se décharger. Voilà. Et c'est là où il faut trouver un équilibre. Et moi, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Toulouse, parce que je trouve que c'est une expérience qui est assez intéressante dans cette implication. Parce que le C10, là, le collectif de C10, en fait, c'est des travailleurs sociaux du SIAO qui ont créé ce collectif et du coup qui ouvrent des squats. Et ils sont dans les tables de négociation avec tous les partenaires du logement, de l'hébergement d'urgence, quoi. Eux, ils ouvrent des squats avec les habitants et tout, c'est intéressant aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont séparés avec Créa. C'est sur cette question-là, du travail avec les institutions, clairement. Donc Créa, ils veulent pas du tout bosser avec les institutions. C'est vrai qu'il y a un truc aussi, pour les institutions, on est un peu insaisissable. On est un collectif, mais il n'y a pas de représentant, il n'y a pas forcément de nom ou quoi. Enfin, oui, non, c'est pas leur fonctionnement, quoi. C'est pas du tout leur mode. Mais des fois, c'est vrai qu'ils savent pas à qui s'adresser, tu vois. Il n'y a pas de responsable légal. Mais moi, la question, moi, je suis travailleur social, je suis éduc de formation. Et par rapport à Saint-Just, c'est toujours cette limite, la limite de la relation entre les professionnels et les militants. Elle est où cette frontière? Est-ce qu'on doit la franchir? Souvent on se dit oui, il faudrait la franchir pour le bien-être des gamins, pour que les petits puissent avancer finalement dans leur parcours de la scolarité, parce qu'on a aussi besoin, nous on a besoin de l'ADAP, on a besoin de l'aide sociale à l'enfance, mais comme chacun d'entre nous, on a besoin finalement de ces instances, mais en même temps on les attaque au quotidien. Et comment arriver maintenant à travailler avec eux, parce que les gamins ils en subissent, en tout cas nous pour Saint-Just, les gamins ils n'arrivent pas, quoi. Que ce soit des contrats d'apprentissage où il faut la signature de l'ASE et il faut courir derrière et on ne l'a jamais, que ce soit pour les inscriptions à l'école, que ce soit pour les ouvertures de comptes. En fait, on reste toujours sur les mêmes lignes politiques et c'est de la débrouillardise. Tu vois, Mamie disait que les mineurs de Saint-Just, ils étaient mis de côté par rapport à la prise en charge. Et en même temps, pendant un temps, moi j'en avais discuté avec une des salariées de l'ADAP, une des éduques de l'ADAP. Elle disait pour moi c'est hyper compliqué parce que là on met la pression pour héberger les mineurs de Saint-Just pour que le problème de Saint-Just dégonfle au détriment de mineurs qui sont à la rue et depuis plus longtemps sur la liste d'attente. Sauf qu'on me demande de prioriser les jeunes de Saint-Just. Enfin tu vois de ce que ça crée aussi Il y a un effet de fermeture, il y a un effet de sphère qui se crée dans un squat qui fait que les gens, au lieu de tisser des liens justement avec le pays dans lequel ils sont, parce qu'ils sont là pour l'intégrer aussi, ils ont tendance à se refermer aussi sur eux-mêmes. Et moi, si j'ouvre un squat et que je participe au soutien de ce squat, pour moi, c'est une manière de dire, là, on interpelle les pouvoirs publics parce qu'on prend un lieu, on rétablit la gratuité d'un lieu aussi, ça me paraît important, parce qu'on est dans une réappropriation. Donc on remet de la gratuité dans un monde qui ne l'est plus, ça c'est vachement important, et que quelque part ça c'est un acte politique qu'on peut poser en opposition à toute cette politique, parce qu'on sait bien que derrière tout ça il y a la politique du gouvernement, et que même s'ils acceptent certaines personnes ou d'héberger certaines personnes, il y aura toujours un filtrage. Donc c'est pas que l'hébergement en fait nos revendications. Nos revendications, c'est aussi la régularisation des personnes. Tu vois, là, nous, on est en train, avec le préfet, là, les échanges, c'est là-dessus. On demande des régularisations par le travail. On vous demande des régularisations par le travail. En fait, on en a obtenu quand même 2. Alors, tu vas me dire, c'est rien, mais on en a obtenu 2. Donc, des gens qui avaient des obligations de quitter le territoire français et qui ont eu un contrat d'embauche, nanana, CDI, tout ça. Et il y a eu 2 régularisations. Puis il y a des fois des non-sens, tu vois. Nous, on a demandé une médiation aussi à un moment donné avec le préfet, tu vois. On s'est dit, on est dans... Et une médiation confidentielle, tu vois, pas un truc rendu public. Il a refusé. Quelques mois après, il nous a convoqués dans son bureau, après qu'Emmanuel Béard soit passé sur le lieu.
Non mais tu vois les non-sens quoi au final, et au final on a été dans une forme de négociation et il nous a dit surtout dans la presse vous continuez à nous taper sur les doigts hein, parce que moi il faut pas que ça se sache que je suis trop copain avec vous, sinon dans ma place Alors doit-on travailler avec les institutions? Oui, non mais la question c'est qu'on n'arrive pas à trouver d'alternative dans ce cadre-là satisfaisante quoi. On n'a pas ouvert des squats anti-système. Enfin, moi, j'en connais des squats je dis anti-système, je sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le dire, mais où effectivement, il n'y a aucun rapport avec l'institution, parce que y a... Mais le fait est que là, on demande l'exercice, que des droits qui existent, quelque part, soient mis en œuvre. Et du coup, moi, je serais tentée de dire, ce qui m'interroge plus, c'est comment on fait pour garder... un rapport de force, des positions politiques et les faire plier, parce que moi je suis désolée, je suis assez déprimée, mais je trouve qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est quand même leur agenda qui est dicté. Tu vois, et moi là quand j'entends qu'il y a 400 000 balles qui est filé pour des assos pour filer de la bouffe, alors que en fait les gens ils se débrouillent par eux-mêmes depuis des années et que voilà, ou que d'un seul coup il y a des sous pour financer une institutionnalisation des places à Rosmerta, etc. En fait, moi, ce que je lis surtout dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique des institutions en fait, de respecter leurs obligations légales et qu'on n'arrive pas à fabriquer ce rapport de force qui ferait que ça marcherait. Moi, je l'ai vraiment, ça m'a marqué dans ce que vous disiez, quoi, que les maisons, elles étaient petites et que du coup, il n'y avait pas d'espace commun. Quoi. Ah ouais, non. Mais ça, c'est valable plus généralement pour les habitants, mais c'est aussi valable pour ce qu'on fait fabriquer. C'est ça le problème des alternatives, c'est qu'elles ne mettent que dans des solutions restreintes et non pérennes. Quoi. Je sais pas trop ce que... Je veux dire, on n'en sort pas et même on s'épuise à retrouver d'autres squats. Absolument. Non, mais on est tellement en entonnoir sur de la survie au quotidien que on n'a plus d'action collective sur plus généralement. Et ben en fait, après, moi je suis une partisane de la liberté de circulation, etc., de la fermeture, mais on n'a plus ces revendications politiques là parce qu'en fait on est pris à batailler pour que juste ils dorment pas dans la rue, etc. Mais en fait, les mouvements, et ça c'est lié au contexte politique qui resserre tout, où les lois sont de plus en plus restrictives et l'application qui est faite de ces lois est encore plus restrictive que ce qui est écrit sur le papier. Mais au final, tu vois, tous les mouvements pour les sans-papiers à la fin des années 90 et des années 2000, c'était des mouvements de régularisation massive, machin. Tu vois, c'était un truc où justement là, ces gens-là, ils sortaient dans la rue, ils se bataillaient. Tu vois, ils rentraient dans aucun cadre. Et ils allaient l'arracher le cadre en fait. Ils allaient. Et je trouve que en fait, là, ça n'existe plus dans le paysage politique parce qu'on est pris à juste essayer de faire en sorte que déjà les miettes qu'on nous laisse, on essaie de les récupérer parce qu'en fait, même ces miettes-là, elles sont balayées devant ta porte.